Bien, Gaël, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes hacker, mais un gentil hacker, c'est ce qu'on m'a dit. Éthique. Vous êtes éthique, tout à fait. Vous avez notamment fondé l'association HAND, donc Hacker Against Disaster, Natural Disaster. Et vous êtes également météorologue français, particulièrement impliqué dans l'anticipation, la prévision et la prévention des catastrophes naturelles. Alors, quand on a échangé, vous m'avez expliqué que vos propos se distinguaient en 2 points. Je vais résumer un peu. À la fois, vous êtes fondamentalement convaincu de l'importance de l'expérientiel, de vivre une situation de crise dans le cadre d'un exercice pour justement être prêt comme un sportif de haut niveau, pour reprendre vos mots. Mais j'avoue aussi vouloir beaucoup et quasi essentiellement vous questionner, parce qu'on a une question dans la table ronde de tout à l'heure, sur les technologies du numérique. Donc j'entends par là les réseaux sociaux, l'IoT, donc l'Internet des objets, les objets connectés, les data. En quoi justement ces outils sont des moyens clés dans la préparation des citoyens face aux risques majeurs, mais aussi pendant la crise, notamment l'usage des réseaux sociaux. Bonjour Gaël. Bonjour. En fait, cette expérience, on la tire d'un formidable exercice qui a été créé par l'UNESCO, Carib Wave, en 2011. On sort de 2 crises majeures, un séisme très puissant qui détruit Port-au-Prince en Haïti, Jacmel et les alentours, et un autre séisme puissant qui impacte cette fois-ci la préfecture de Fukushima au Japon, avec un tsunami, une catastrophe technologique majeure, centrale nucléaire. Et à ce moment-là, je suis un jeune fonctionnaire au ministère de l'écologie, je suis un jeune papa, un jeune technicien qui se rend compte que les technologies qu'il utilise au quotidien peuvent être projetées au-delà des océans, depuis mon canapé, depuis mon lieu de travail, pour aider des ONG à porter assistance à des populations qui sont en détresse. Ces technologies, à l'époque, jeune Twitter, OpenStreetMap, le projet de cartographie libre, qui ne connaît pas OpenStreetMap? Qui ne sait pas ce que c'est OpenStreetMap? Ok. OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la cartographie. OpenStreetMap, c'est... tout le monde voit ce que c'est que Wikipédia, hein, une encyclopédie. C'est des citoyens qui se mobilisent pour construire une encyclopédie libre et gratuite du monde. OpenStreetMap, ce sont des citoyens qui se mobilisent pour construire une base de données cartographique libre et gratuite du monde. Cette cartographie libre, elle naît en Angleterre en 2004 de Steve Coast, qui estime qu'en tant que citoyen, il n'avait pas à payer 2 fois, ou il n'avait pas à payer des licences pour pouvoir utiliser des données cartographiques qui étaient payées par la puissance publique. Donc ce projet naît déjà dans une défiance du citoyen vis-à-vis de l'État. Et cette innovation, c'est une traînée de poudre, puisque dès les premières heures après les séismes en Haïti, et aussi au Japon et toutes les crises qui ont suivi, des centaines, puis des milliers de citoyens se sont mobilisés pour cartographier ces territoires et mettre à disposition des journalistes, des ONG, des États, des puissances militaires, des données cartographiques. Quand on crée l'exercice Carib Wave en 2011, quand l'UNESCO organise ce premier exercice, il faut imaginer qu'il faut évacuer des centaines de milliers de personnes dans 48 États et territoires de la Caraïbe. Bernardo Aliaga, alors secrétaire général, m'invite, moi, en tant que citoyen, en m'expliquant qu'on pense beaucoup aux gens qui sont à terre, mais qu'il aimerait bien avoir des données sur la navigation maritime, les bateaux de croisière, chargés de touristes dans ces zones paradisiaques où je suis né, la Caraïbe, les bateaux qui transportent des matières dangereuses, qui représentent eux aussi, s'ils sont emballés dans des mouvements de pompe dans les ports, peuvent entraîner des catastrophes technologiques supplémentaires, en plus de la submersion et du séisme. Et moi, jeune citoyen, jeune papa, on me dit, voilà, toi, tu as un rôle à jouer. Et c'est l'UNESCO qui me le dit. Et qui me donne à ce moment-là un cahier d'exercice. 115 pages, un script de ce qu'il faudrait faire s'il y avait un tsunami dans la zone qui m'a vu naître. Avec des chiffres, avec des scénarios, avec l'histoire de ce territoire. Les risques, potentiellement 500 000 morts si on n'était pas prêt. Moi, je suis un rescapé d'Hugo, l'ouragan Hugo en 1989 qui a frappé mon île. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, mon rôle, ça sera, en tant que volontaire scientifique et technique, en tant que simple citoyen, agent du CEREMA, à l'époque c'était Méditerranée, donc dans le réseau scientifique et technique du ministère de l'écologie, moi, N+3 me dit, vas-y, fonce gamin, c'est ça l'avenir. Et je quitte le ministère en 2012 pour être indépendant et m'affranchir énormément de carcans
administratifs, financiers, politiques, qui empêchent parfois d'avoir cette liberté de parole, d'action, de projection. Et en 2015, je fais ce premier exercice Carib Wave, et je le fais depuis 2015, tous les ans, chez moi, en Guadeloupe ou en Martinique. Indian Ocean Wave dans l'océan Indien, Pacific Ocean Wave dans le Pacifique. Je m'en vais pour la Martinique demain. Pour préparer, le 20 mars, on va rejouer le scénario qui a impacté le Portugal en 1755. Voltaire et Rousseau, hein, souvenez-vous, qui s'affrontent sur l'origine des catastrophes. 1755, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un séisme de forte puissance qui détruit Lisbonne. Et 6 heures plus tard, entraîne un tsunami sur les côtes de la Caraïbe, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. J'étais en Guyane l'année dernière, en discutant avec les Guyanais. Certains me disent, mais qu'ils ne savent pas qu'il peut y avoir des tsunamis en Guyane. Le Cumbre Vieira et un séisme de forte puissance au large du Portugal peuvent générer des tsunamis de forte puissance. Là, je vais en Martinique. Depuis plus de 5 ans, une élue essaie de se battre pour faire reconnaître le fait que on ne peut pas, en tant qu'État français, puissance majeure de la zone, stocker le matériel de sécurité civile dans la raffinerie. C'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Et mon rôle en tant que citoyen, alors à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois en tant qu'acteur, à la fois en tant que père, en tant que fils, mes parents habitent en Guadeloupe, en tant que frère, mes 2 petites sœurs habitent en Guadeloupe. La Martinique et la Guadeloupe, c'est respectivement pratiquement 95 000 personnes qui sont exposées à ce risque de tsunami. Notre pays n'est pas prêt. Il n'est pas prêt en Méditerranée, il n'est pas prêt forcément non plus dans la zone Caraïbe. Et le 20 mars, je l'espère, que nous serons à la hauteur. Pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire être à la hauteur et utiliser tous ces outils numériques pour être à la hauteur, en 2023, quand il a fallu évacuer le collège de Petit Manoir au Lamentin, les 2 îles n'ont pas fait l'exercice alors qu'on était l'épicentre de l'exercice. En 2023, on a rejoué l'éruption de la montagne Pelée en 1902. 1902, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le 8 mai 1902, c'est la plus grave catastrophe naturelle qu'ait connue la France. 30 000 Martiniquais qui meurent, soit comprimés, soit brûlés vifs, sur les flancs de la montagne Pelée. On est 120 ans plus tard. On ne fait pas l'exercice parce qu'on avait un conflit social. La grève pour la réforme des retraites en Martinique et la visite d'un ministre des Outre-mer, certes, mais ministre, en Guadeloupe. On avait 2 opportunités. Montrer que des corps intermédiaires, des syndicats étaient capables de se mobiliser effectivement pour une réforme des retraites, mais aussi pour la protection des salariés et des travailleurs. On avait aussi l'opportunité de montrer à un ministre des Outre-mer, qui que soit-il, que nous étions capables de nous organiser. Et en tant que citoyen, mon engagement vient de là. Quand une autorité locale est défaillante, quand un élu est dépassé, quand un préfet ne fait pas le travail de préparation du territoire, notre rôle en tant que citoyen, comme vous l'avez très bien dit dans la médiation graphique tout à l'heure, on ne devient pas des moutons à la sortie du travail. Nous restons des experts, nous restons des personnes engagées une fois que nous sortons de nos associations, de nos syndicats, de nos entreprises. Nous restons pleinement conscients et qu'on a toutes nos compétences mentales et physiques. Donc c'est important pour moi aujourd'hui d'utiliser tous ces ressorts. Et quand on me parle des réseaux sociaux, je vous conseille de regarder IANMA 2.0. Qui est un très beau documentaire qui a été réalisé par Bénédicte Jourdier, qui est revenu à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy questionner les citoyens qui avaient propagé des fausses rumeurs sur les réseaux sociaux après l'ouragan Irma. Il y a eu des rumeurs de prisonniers qui se sont échappés, de femmes qui se faisaient violer, toutes les rumeurs possibles et des morts qui flottaient. Et elle a eu la patience d'aller voir chacun de ces citoyens qui avaient propagé volontairement ou involontairement ces fausses rumeurs. Et vous savez, la particularité d'Irma, pour moi, c'est 2 choses. La première, c'est que les réseaux de solidarité qui se sont mobilisés au moment de cet ouragan, ce sont exactement ceux qui se sont mobilisés pendant les exercices de tsunami précédents. C'est des personnes qui avaient loué des amitiés, qui, plus que de l'amitié, c'était lié d'amour, qui ont fait des bébés. C'est ce que j'explique dans
la vente, pas la vente, mais la promotion de ces exercices, ce ne sont pas des marches funèbres. Quand vous regardez des petits Pointois en Guadeloupe, des petits Martiniquais, des petits Réunionnais ou des petits Martiniquais qui font cet exercice, moi j'en avais à la crèche et à l'école primaire qui sautaient et qui dansaient sur les hauteurs de Pointe-à-Pitre en disant qu'ils étaient sauvés, comme si c'était le carnaval. Ce sont des moments festifs et c'est très important pour moi de dire, voilà, l'exercice, il doit aussi être vécu comme quelque chose de positif. On apprend à découvrir son voisin, on apprend à découvrir les papas, les mamans des enfants avec qui nos enfants vont à l'école, sur qui on va pouvoir compter. Et la deuxième chose pour moi qui est importante, c'est qu'une grande banque, grande assurance, se dit, je mets 65 000 € sur vous, sur votre association, pour voir ce que vous êtes capable de faire. L'argent est arrivé la veille d'Irma. Cette banque a perdu son outil de production. Elle a complètement perdu la nouvelle agence bancaire qu'elle venait de construire et elle n'a pas eu de nouvelles de ses salariés pendant 2 semaines. La leçon pour eux, ça a été de se dire, tu nous as rendu un rapport qu'on a lu, mais qui n'a pas forcément été intégré dans les doctrines et les modes opératoires, dans la manière dont on devait gérer nos salariés. On était incapable de savoir où ils étaient, s'ils étaient en bonne santé, s'ils étaient blessés, si leur famille était en bonne santé. Et grâce aux réseaux sociaux, ça. Tout à fait, sur les réseaux sociaux, ou même dans les réseaux sociaux internes dans l'entreprise. Parce qu'il y a ce qui est à l'extérieur, mais il y a aussi la manière dont l'entreprise communique en interne. Et c'est important pour moi aujourd'hui de dire, voilà, en temps de crise, si on n'a pas appris à utiliser ces outils numériques de la bonne manière en temps de paix, on ne va courir qu'à la catastrophe au moment de la crise. L'outil idéal en temps de crise, c'est celui qu'on utilise tous les jours. Juste peut-être en guise de conclusion, mais c'est intéressant ce que vous dites sur les réseaux sociaux, on parlait des usages. Une leçon qu'on peut tirer de Lubrizol, c'est qu'entre le moment où il y a eu l'alerte donnée au niveau de l'État et des autorités et les premières informations sur les réseaux sociaux, je crois que c'est lors de peut-être quelques minutes sur les réseaux sociaux et quelques heures pour les alertes des autorités. Donc le comportement du citoyen en période de crise sur son usage des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est pour s'informer? Est-ce que ça peut être aussi pour se mobiliser? Alors dans un autre registre, on sait que pour les émeutes qu'il y avait eu, c'était un outil pour se retrouver à tel endroit et malheureusement pour faire des choses pas très productives. Mais est-ce que voilà, c'est quel usage du citoyen des réseaux sociaux en période de crise? Alors il y a effectivement savoir sur qui on va pouvoir compter. Sur mes premières conférences sur les réseaux sociaux, je demandais souvent qui suivait le compte Twitter ou Facebook du préfet. Il y avait très peu de personnes. Ou celui de son maire ou de sa ville. Encore très peu de personnes. Alors, quand je demandais qui a déjà lu un DICRIM, un PFMS ou un PPAI, on perdait tout le monde. En fait, le réseau social, c'est déjà pour moi le prolongement techniquement, ça devrait, en tout cas pour moi, ça devrait être le prolongement de ce que l'on vit au quotidien. Déjà, ceux qui ont à pouvoir compter. Le premier aidant, évidemment, c'est la famille. Le deuxième aidant, c'est le voisin. Troisième aidant pour moi, effectivement, c'est le follower. Parce que c'est lui qui va pouvoir relayer une détresse, c'est lui qui va pouvoir, de l'extérieur, envoyer une aide, se mobiliser et témoigner. Le réseau social, c'est aussi un moyen pour nous de remonter des informations et de les redescendre auprès du citoyen. Je suis radioamateur. Parce que ces réseaux sociaux, on l'oublie souvent, ils sont inopérants une fois qu'il n'y a plus d'électricité. Et donc, le premier réseau social, et la France est un grand pays de la radio. Vous savez qu'en 1902, quand il y a eu l'éruption de la montagne Pelée, la première réaction de l'État, ça a été de dire on va prendre ce qui est pour moi le premier hacker de l'histoire de France, c'est le capitaine Ferrier, qui est parti avec le Destré, qui a installé 2 stations de télégraphie sans fil, puisque les câbles télégraphiques ont sauté, entre la Guadeloupe et la Martinique, entre les 2 îles sœurs. Et quand il est revenu à Paris, ayant perfectionné ses radios aux Antilles, il les a installées sur la Tour Eiffel. Et c'est à lui que l'on doit d'avoir sauvé la Tour Eiffel, qui est devenue un formidable outil pour diffuser des émissions et mobiliser la résistance pendant la Seconde et la Première Guerre mondiale. C'est pour moi ça, la jeunesse des premiers réseaux sociaux. Mais on l'oublie souvent. On est un pays qui est en déficit de radioamateurs. La radio a un rôle stratégique pour informer les populations. Et on l'oublie. Et malheureusement, très peu de personnes aujourd'hui ont un indicatif et donc ont une licence de la part de l'État leur permettant d'émettre. Donc c'est un peu ce que je fais aussi avec ces jeunes. C'est que je parle de nouvelles technologies. Les réseaux sociaux sont importants et c'est bien. Mais je leur apprends aussi cette histoire du général Ferrier. Je pourrais être encore plus long, mais le temps est compté. Malheureusement. Je vous laisse regarder un peu l'histoire de ce général Ferrier, tout ce qu'il a pu faire.
Mais c'est important pour moi de rappeler cette page d'histoire de France à ses enfants, aux Antilles, mais aussi dans l'Hexagone, pour qu'ils se rendent compte que des hommes et femmes ont sué sang et eau pour qu'ils aient les moyens de communication dont ils disposent aujourd'hui et qu'ils doivent en faire bon usage. Se rappeler d'où on vient pour savoir où on est, enfin qui on est aujourd'hui. Bon, alors j'aurais encore plein de questions à vous poser. Je pense que je suis pas le seul, mais vu que je suis intransigeant avec les autres, je dois me l'appliquer à moi-même. Merci beaucoup Gaël en tout cas pour votre intervention. Ouais,